Bonsoir. Donc je vais commencer la conf sur le reverse engineering de driver Windows. Donc d'abord, je tiens à préciser que c'est pas vraiment du reverse engineering de driver. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est pas prendre du code et le reverse avec de l'assembleur, tout ça. Non, nous ce qu'on va faire, c'est plus simple que ça. On va essayer de se caler entre l'OS et le matériel et récupérer les signaux en fait. Donc c'est plutôt du reverse engineering de signaux sur USB de driver Windows. Mais c'était un peu trop long pour le nom de la conf, voilà. Non, sérieusement. Mais non. Ah, voilà. Alors, on va commencer par parler un peu de l'histoire de l'USB. Ensuite, on va voir comment ça s'implémente un peu à un périphérique USB. Ce sera un peu plus simple pour comprendre la partie reverse après. Ensuite, on va voir au niveau driver comment ça marche sur les OS Linux. Enfin, on va voir comment configurer nos outils pour pouvoir vraiment commencer à faire du reverse. Donc, l'USB, c'est très 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 vieux. Ça date de 1996. En fait, l'objectif de l'USB, c'était d'avoir moins de ports et surtout un seul port qui prend moins de place. Donc, ils voulaient pouvoir faire passer de l'audio, de l'USB, enfin, oui, de l'USB, de la vidéo, différents périphériques, débarrasser du port parallèle, tout ça, c'était l'objectif. Et au final, ils ont créé un port de plus. Donc voilà le symbole de l'USB. Donc ce qui est bien avec l'USB, c'est que ça date de 1996 et à peu près tous les 10 ans, ils font un nouveau connecteur. Ça marche plutôt bien. Dans vos téléphones, vous avez de l'USB. Dans vos PC, vous avez de l'USB. Dans vos consoles, vous avez de l'USB. Il y a de l'USB partout. Donc ça a commencé au tout début. Ok. Attends, à moins que ce soit mon F11 qui fait ce truc. Ouais. Ok. C'est mieux. Donc on a commencé au tout début avec de l'USB 1.0. Au tout début, il y avait donc 4 fils qui n'étaient pas, enfin c'était pas génial niveau électrique. Résultat, on n'avait pas un débit qui était vraiment énorme. Sur toute la suite, jusqu'à l'USB 2.0, on est resté sur simplement 4 fils. 2 fils de données, 2 fils enfin, pour la tension, le ground et le 5 volts. Et enfin, pour l'USB 3.0 et 3.1, on a rajouté 2 fils appelés Super Speed pour aller beaucoup plus vite. Donc maintenant, on a sur l'USB 3.0 et 3.1, on a 4 fils de data et 2 fils pour la tension. Enfin, il y a 3 types d'USB. Il y a les très vieux USB type A et USB type B. Donc le type A, c'est l'USB classique qu'on a sur nos PC. Le type le type B est plutôt utilisé sur les imprimantes. C'est un port carré assez moche. Et enfin, l'USB type C, aujourd'hui commence à être connu. Il est encore assez rare sur les téléphones, mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Donc, comme je vous disais, sur un port USB type A, donc c'est le port classique comme ça, on a la masse, 2 fils de données, un fil de 5 volts. Voilà l'USB type B dont je vous parlais, qu'on voit souvent dans les imprimantes. Donc l'USB type C, l'objectif c'est de remplacer à la fois le câble d'alimentation, le câble de vidéo, donc le DisplayPort sur l'image, l'USB micro, enfin tous les USB qu'il y avait en trop. Et donc l'intérêt c'est d'avoir un connecteur et plein d'USB, voire de connecteurs dans un seul connecteur. Donc oui, et en fait ils l'ont fait de manière assez bizarre. Hop là, il manque une slide. Ok. À moins qu'elle soit. Non, non. What? Ok. C'est bizarre. Oui, donc je vais préciser à la voir. Hein. Donc dans l'USB type C, on a 24 pins. Sur ces 24 pins, il y en a il y en a 2 qui sont dédiés à la data de l'USB. Il y en a beaucoup plus qui sont dédiés au transfert plus rapide. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un port USB type C, on va mettre, s'il faut, de l'HDMI. Si on veut, on va mettre du DisplayPort. Et si votre matériel le supporte et le préfet auquel vous branchez le supporte, ça marchera comme vous voulez. Ah.
Alors, est-ce qu'il y a la slide que je cherche? Pourquoi elle est toujours pas là? Ouais, elle a disparu. Donc, ouais, bah, je continue à la voir. Et en fait, le problème de l'USB type C, ça va être que quand vous allez avoir du matériel compatible USB type C, vous allez acheter un câble compatible USB type C, vous allez le brancher, et il se peut que ça marche pas en fait. Parce que dans l'USB type C, vous avez plein de protocoles, mais ils sont pas forcément câblés. Par exemple, si vous achetez un câble vidéo, vous avez un téléphone USB type C, vous voulez brancher un écran, c'est de l'USB type C, mais ça marchera peut-être pas. Donc ça, c'est assez dommage. Par contre, sur USB type C, ce qu'ils ont rajouté, qui est assez cool, c'est le debugging. C'est-à-dire qu'on a un port série dans l'USB type C. Donc résultat, on peut directement débugger tout ce qui est bas niveau directement avec un seul port. Ça, c'est plutôt cool. Euh, Ensuite, donc au niveau driver, donc votre USB controller de votre PC va partager ce type de structure. Donc j'ai enlevé de cette structure vraiment les trucs qui ne servent à rien pour la conf. Donc en fait, il faut voir votre port USB comme, comment dire, imaginez un peu comme si c'était Internet et vous avez plusieurs ports disponibles. Enfin, et ces différents ports, en gros, c'est les endpoints. À la différence du réseau, ça va que dans un seul sens. C'est-à-dire que vous allez avoir un endpoint en entrée, un endpoint en sortie, et vous risquez d'en avoir plusieurs pour différentes fonctions. Par exemple, sur certaines manettes, vous avez des endpoints qui sont faits pour pouvoir envoyer de la donnée de la manette jusqu'au PC ou la console. Et vous avez un autre endpoint pour tout ce qui est vibration. Parce que certaines manettes gèrent par exemple 3 dimensions au niveau des vibrations. Donc ils ont eu besoin d'un flux particulier. Ensuite, il y a les transfer flags. Il y a différents modes de communication en USB. Notamment, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le mode interrupt et stream. Donc interrupt, c'est ce qui est utilisé dans tout ce qui est un peu manette, souris, clavier, tout ce qui demande une connexion de temps en temps, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que si votre souris envoyait sa position tout le temps, ça serait stupide. Ça serait comme dire j'ai pas bougé, j'ai pas bougé, j'ai pas bougé. Donc résultat, quand la souris va bouger, elle va envoyer un signal, elle va dire j'ai bougé de telle position. Donc c'est beaucoup plus opti niveau, niveau flux de données, c'est-à-dire qu'on ne spamme pas le contrôleur USB. Ensuite, on a enfin de la donnée dans transfer buffer. On a la longueur de cette donnée. Je ne vais pas trop détailler comment on calcule le transfer buffer length, mais je le montrerai dans Wireshark tout à l'heure. Voilà, je ne vais pas trop parler du reste. Enfin, on peut aussi savoir si la donnée qu'on reçoit est complète aussi, c'est cool. Voilà. Alors, les tools. Donc déjà, il faut être sous Linux parce que sous Windows 10, c'est plus possible de lire ce qui se passe sur le port USB. Donc oui, quand on y pense, être capable, qu'on est en user, de lire tout ce qui passe sur tous les ports USB d'une machine sans forcément être administrateur, c'est pas génial niveau sécurité. Résultat, ils ont tout viré qui servait à faire ça. Donc tous les tools qui marchaient avant sous Windows pour pouvoir faire du reverse USB de base sous Windows, bah, ça marche plus. Je pense pas qu'ils vont le refaire fonctionner. Donc soyez sous Linux. Voilà. Ensuite, il faut installer Wireshark ou T-Shark. La différence, c'est que Wireshark, c'est une interface graphique en plus de tous les tools Wireshark habituels. Et T-Shark, c'est tout en ligne de commande. Pour l'USB, vous trouvez plutôt de la doc sur Wireshark, ce qui est assez dommage. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. T-Shark, si vous n'avez vraiment pas de perf graphique, c'est cool aussi. Voilà. Enfin, il va vous falloir VirtualBox, parce que si le driver est déjà sous Linux, vous n'avez pas trop besoin de le reverse, en général. Donc vous allez vouloir virtualiser l'OS sur lequel le driver fonctionne pour pouvoir être capable de reverse et comprendre le protocole entre cet OS et le matériel. Et enfin, une fois que vous aurez toutes les informations, comment marche le protocole, vous pourriez potentiellement l'implémenter à nouveau autre part sur un autre OS. Donc voilà, je vais commencer en vous montrant un peu un périphérique simple. Donc je vais commencer par un simple clavier.
Wireshark, ça a changé récemment. Donc on a la version 2.0, j'ai installé il y a 30 minutes. Donc ça ressemble à ça maintenant. C'est beaucoup plus moche qu'avant. Voilà. Euh, Donc, d'abord, vous allez vouloir savoir où est connecté votre périphérique. Donc, vous allez utiliser la commande ls usb. Donc, avant de brancher le périphérique, comme ça, on peut savoir. Si vraiment vous ne connaissez pas le nom du périphérique, ça permettra justement de voir où il est justement. Donc, de base, sans rien de connecté, j'ai ça. Non. Alors, voilà. Donc, c'est CTRL plus. Ça passe comme ça. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois? Non. Du coup, clic. Non, non, j'ai split. C'est bon comme ça, vous voyez tous? Et là, c'est mieux. Donc voilà, c'est tous les périphériques que j'ai actuellement. Plus un... Ouais, non, voilà. Donc là, j'ai branché le clavier. Je vais faire à nouveau un ls usb. Non, mais j'ai qu'un i7, c'est pour ça. Alors, on va chercher où est ce fameux clavier. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on a, c'est on a le bus, le numéro de bus. Donc, c'est ce qu'on a juste à côté. Donc là, on voit que justement l'avant-dernier est sur le bus 3. Donc on va utiliser USBmon 3. Donc USBmon, c'est justement ce dont je vous parlais. C'est ce qui va permettre de récupérer les messages qui passent en USB entre votre contrôleur USB et votre couche applicative, votre utilisateur. Donc je vais vous montrer comment ça marche avec Wireshark. Donc comme je vous disais, on va choisir USBmon 3. Donc, parce qu'il est sur le bus 3 justement. Ah. Oui, c'est pour ça que T-Shark c'est mieux. 2 secondes. Non, non, apparemment oui. Donc oui, dans ce cas-là, vous voyez que j'ai misclick. Ok, voilà, là c'est bon. Donc comme je vous l'avais dit, comme c'est un périphérique d'entrée utilisateur, il va pas spammer de messages, c'est-à-dire que là j'appuie pas sur les touches, il va pas me dire t'appuies pas sur les touches. Alors que si j'appuie sur une touche, donc oui c'est un clavier, donc voilà j'ai toute la structure et le message qu'il m'a envoyé. Comme j'ai appuyé sur 4 touches en même temps, forcément on a 4 messages. Voilà. Donc en fait ce qui est bien avec ce genre de périphérique, c'est que l'USB HID, quand vous voulez l'implémenter, vous n'avez rien à faire. C'est génial. C'est-à-dire que si jamais on voulait faire un clavier nous-mêmes, on prend Ubuntu. Ouais, non, c'est pas mieux. Ok. Oui, donc j'ai l'interface graphique d'Ubuntu qui a planté. Génial. La technologie. Non. Sérieusement. Ok. Donc je vais vous montrer un code qui est hyper simple. C'est en fait, si jamais vous voulez faire un clavier ou n'importe quel périphérique USB interface utilisateur, ce que vous ferez... Alors... Nope. J'espère. Il marche très bien. Attends, mais... Il fait pas un truc chelou là sur ma touche contrôle?
clavier. Qui n'a pas de touche pouce? Ça va tellement finir sur vide. Non, dans orientation, je m'en fous. Ouais, mais ça va sûrement finir comme ça en fait. Mais il y a une belle coloration et tout. Ouais, dommage. Bon. Hop là. Oh non. J'aurais peut-être dû mettre un fichier pensé, ça aurait été un peu mieux quand même. Mais bon, le code est vraiment simple. Donc en haut, c'est un commentaire tout moche. Et ensuite, ce qu'on va dire à l'Arduino, c'est on va utiliser le pin numéro 9, on va brancher à un bouton poussoir par exemple. Ensuite, on va utiliser la bibliothèque de base qui s'appelle Keyword, Keyboard plutôt. Et on va dire quand le port digital 9 reçoit un signal, tu vas simplement envoyer Z. Et en fait, faire un périphérique HID, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au final, les lignes de code utiles, on va dire, c'est digital white pour dire tel pin est une entrée en fait. Et ensuite, on va dire si jamais tu appuies sur cette entrée, tu envoies Z. Et en fait, c'est tout ce qu'on aura à faire. Et ce qui est bien avec l'HID, c'est que peu importe où vous allez brancher cet Arduino après, quand vous appuyez sur votre bouton poussoir, ça va envoyer Z. C'est-à-dire qu'un téléphone, vous branchez l'Arduino, vous appuyez sur le bouton, vous aurez Z. Donc l'USB HID, ce qui est bien, c'est que c'est implémenté un peu partout. Par exemple, ce qui fait que vous pouvez brancher une manette directement sur votre téléphone Android ou un clavier ou une souris, c'est ça, c'est qu'ils ont simplement implémenté l'USB HID. Donc l'USB HID, c'est génial. Là, maintenant, je vais vous montrer un autre cas. Enfin, je vais vous montrer quand même quelques trucs rapidement sur Wireshark. Donc, on voit assez facilement que quand le message part du PC vers la manette, enfin vers le clavier plutôt, on va voir dans source host, ce sera le PC, et ensuite la destination, ça sera 3.4.1, donc le bus, puis le numéro et enfin le endpoint. Donc la fameuse structure USB Hub que je vous ai montré tout à l'heure, on la retrouve ici. Oh, non. Voilà. Donc en gros, la structure en elle-même, c'est ce paquet de bits, mais c'est pas génial pour Reverse d'avoir juste des bits comme ça, il faudrait tout traduire à la main à chaque fois. Donc on a accès à ça, qui est illisible. C'est parce que je craignais. Ouais, non. Ok. Vous arrivez un peu à voir? Le problème, c'est qu'en fait, comme c'est du reverse du USB, je peux pas brancher une souris en fait. Ce qui est triste. Ok, là c'est mieux. Donc, comme je vous disais, on a une source qui est le périphérique. Donc, c'est le périphérique sur le bus USB 3. C'est le bus numéro 3. Ensuite, on a le numéro du périphérique, donc c'est 4. Et enfin, on a le endpoint sur lequel on lit, donc c'est le 1. Donc c'est pour ça qu'on a 3.4.1. Ensuite, on a l'URB. Donc on sait que l'URB est complet, parce que justement, il trouve justement le champ que je vous ai montré tout à l'heure, le champ complet. Donc il sait que le message est correct et il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on a plus d'informations sur le endpoint. Donc on voit que le endpoint est une entrée, c'est-à-dire que ça va du clavier jusqu'au PC. Ensuite, on a le numéro du device, voilà, pas mal d'infos. On sait que la data est présente, on peut la voir si on veut. Voilà. Donc on a aussi la taille en bytes de la structure URB et de la data. Donc là, ça reste simple, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment implémenter en hard un clavier, vous allez chercher quelle data est envoyée, qu'on appuie sur Z, et simplement faire un code qui, quand cette data sera présente, va envoyer la commande Z, simplement. Donc l'USB HID, c'est assez cool, généralement vous n'avez pas à le réimplémenter. Si vous utilisez des microcontrôleurs, généralement c'est déjà présent, notamment sur les Arduino, pas mal d'ATmega et les STM32. Donc maintenant on va passer à un cas un peu bizarre. Oui. Non. Ok, genre 5-10 minutes. Donc maintenant on va passer à un cas qui est complètement bizarre. Donc quand je me suis mis au reverse en fait du USB, c'est pour une raison très bête, c'est que j'ai acheté cette manette qui disait que c'était la meilleure manette du moment. Et même 4chan était d'accord, donc je me dis c'est forcément vrai. Et
Disons qu'à 149 euros, je me disais qu'elle sera au moins compatible Linux. Donc ce qu'a fait Microsoft, c'est que la première fois qu'on branche la manette sous Windows, ça va mettre à jour le microcode. Ok. Ça va mettre à jour le microcode de la manette, et quand vous allez le brancher sous Linux après, ça va planter votre Linux à chaque fois. Alors on ne sait pas pourquoi, mais depuis leur mise à jour, le driver open source qui était sous Linux fait planter Linux. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour réussir à voir comment marchait le protocole et comprendre pourquoi ça plantait. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va faire un LS-USB. Hop là. Allez, allez. Je vais utiliser 3. Oui aussi. Merde. En fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi lire le protocole et après, plus tranquillement, voir ce que vous avez fait pour pouvoir l'implémenter. Donc tout ça, c'est de base et c'est cool. Donc on va refaire un LS-USB. On voit qu'on a ça. Alors d'abord, pro type, le driver qui plante, on est obligé de le kill en fait. J'espère que c'est la bonne commande. Nope. Voilà. Donc c'est le driver open source qui s'appelle Xpad. Le code est disponible sur internet. Donc quand j'aurai fini le river, je pourrai peut-être le fixer après l'ingent. Donc une fois qu'on a viré le driver, on peut brancher la manette sans qu'il tue le PC. Voilà. Donc quand on branche le PC à la manette maintenant au PC sous Linux, il ne va absolument rien faire. Il va même pas s'allumer. On ne sait même pas qu'il est alimenté. Par contre, quand on fait un LS-USB, on voit bien que quelque chose est présent. Alors, où est-il déjà? Normalement. Ah oui, donc c'est le périphérique Phantom tout en haut. Ça a encore changé ça? Ok. Donc on voit qu'il est sur le bus 2. Donc pour pouvoir l'initialiser, ce qu'on va faire, c'est ouvrir une VM sur Windows. Donc j'utilise VirtualBox. Alors. Ah oui, je l'ai pas stop. Alors. 2 secondes. Ok. Alors. Donc voilà, elle est activée et détectée. Elle a vibré en fait. Et elle fait ça uniquement si on la branche à un PC sous Windows. En fait, le reverse de binaire est vraiment chiant avec cette manette parce que le binaire est intégré dans Windows, vraiment dans Windows. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès au binaire justement du driver. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers Wireshark, qui est mort. Qu'est-ce que... Ouais non, je vais laisser ouvert quand même. Mais... Ah mais non mais... Oui, donc c'est le même logo. Alors pourquoi il me lance pas VirtualBox. What? Bon, apparemment il est moins stable qu'avant. Allez, marche. Voilà. Donc comme on a vu, c'était sur le port USB Mon 2. Ou pas. What? Comment ça y est? 2 secondes. What? On va faire des trucs chelous, ce sera plus simple.
Alors, comme ça, je peux en profiter pour vous montrer T-Shark en fait. Donc T-Shark-D va vous montrer toute la liste des devices dispo pour lecture. Donc on va lire sur USB Mon 2. Et on va mettre tout ça dans un fichier trace pour un cap. PCAP d'ailleurs. Voilà, on va faire comme ça. Alors, blablabla. Déjà j'ai mis ce frappe. Non, c'est ça. Oups. Oui, bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Voilà, bon, dommage. En gros, ce que je vais vous montrer, c'est que ce que faisait la manette, d'assez bizarre, c'est qu'en fait, le driver Windows va balancer plein de messages sur la manette. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que comme il n'arrive pas à savoir quel type de manette c'est, il va balancer tous les messages possibles pour allumer une manette Xbox. Donc là, on a la 4e version d'Xbox. Ils ont fait plein de manettes différentes. Ils vont envoyer une vingtaine de messages jusqu'à que la manette renvoie un message « Oui, c'est moi ». Donc ça va prendre masse temps. Une fois qu'il fait ça, en fait, la manette va créer un deuxième périphérique USB avec le même nom que l'ancien sur le même bus. Alors, ça, le driver Linux, il va dire il est où l'USB de tout à l'heure avec lequel je discutais et tout. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuellement essayer de lire et recevoir des erreurs. Ce qui va faire que ça va, en fait, il va faire freeze toute la gestion USB de votre PC. Et résultat, ça va faire freeze votre PC. Donc justement, en killant Xpad, ça empêche le freeze du PC et du coup on peut lire après les messages qui passent. Donc quand on appuie sur une touche, on voit qu'il y a une section de la data qui change. Quand on appuie sur un des joysticks, on voit qu'il y a des valeurs qui changent dans la donnée. Donc à partir de ça, on peut savoir quelle touche fait quoi dans la data et voir comment ça marche. Donc comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un périphérique d'entrée utilisateur. Donc il va utiliser des interrupts quand il y a un message. Et dernier point pour finir, c'est ce qui est assez ironique, c'est qu'en fait, Microsoft, à la base, a créé l'HID lui-même pour justement faire en sorte que créer des périphériques utilisateurs soit simple. Et au final, pour éviter la concurrence de machines comme SteamOS, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une implémentation totalement custom qui est censée marcher que sur Windows et Xbox. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait, on est obligé de reverse au final. Et c'est triste, c'est eux qui l'ont inventé, l'USB HID. Donc voilà. Et enfin, vous trouvez très peu de docs sur l'USB, mais avec la version 2.0 de Wireshark, il commence à avoir enfin une doc un peu clean sur l'USB. Donc voilà.